La table la plus bancale du café. Point 113. C'est dingue ce que je suis irritable. Pas seulement maintenant, souvent, beaucoup de mes amis anxieux le sont aussi. Ceux qui respirent fort au cours de yoga me rendent folle, de même que ceux qui font pfff ou qui sifflent du nez. Quand mes voisins de table, comme dans les films américains, s'empiffrent tout en parlant et en faisant de grands gestes avec leurs fourchettes, la tête rejetée en arrière et en faisant des bruits pénibles de mastication. Ça me rend dingue. Je passe sur le fait de taper nerveusement du pied, de remuer la jambe ou de pianoter sur la table. Je ne suis pas la seule à le ressentir. Quand j'entre ces comportements sur Google, associés au mot anxiété, Google régurgite une ribambelle de forums, d'études et de posts sur le sujet. J'ai appris que l'anxiété élargissait l'espace personnel. Il nous faut davantage que les 20 à 40 centimètres de distance habituels autour de nous pour nous sentir à l'aise. J'ai également découvert que ceux qui passaient de la manie à l'hypomanie avaient en général plus de mal à partager la planète avec les autres, car comme le souligne J. Griffith dans son livre autobiographique Tristimania, récit de sa dépression maniaque, Tristimanie est le terme désignant la bipolarité au XVIIIe siècle, quand on court sans arrêt, dit-il, quand on est super performant et qu'on a une énergie débordante, le rythme d'un humain lambda paraît proche de la léthargie et alimente l'irritabilité. Pour moi, ce sont les ventilateurs et les courants d'air qui me mettent les nerfs en pelote. Les enceintes qui crachent des basses qui font vibrer tout ce qui se trouve autour me déconcentrent totalement, de même que toutes les vibrations sonores ou tangibles. La nuit, le bruit de l'air climatisé me fait pleurer. Je l'entends et le sens dans mes entrailles. Même les bouchons d'oreilles industriels ne suffisent pas à m'isoler. Et, comme je l'ai déjà évoqué, les battements de cœur de quelqu'un qui est allongé à côté de moi, qui résonnent dans le matelas, peuvent me tenir éveillé toute la nuit. L'anxiété, nous le savons, active la réaction au stress, qui met aussitôt nos sens en alerte et stimule le système nerveux, de sorte que nous soyons sur nos gardes et puissions nous défendre contre un danger. Cela donne du sens à tous les exemples que je viens de donner. C'est vaguement réconfortant. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais mon irritation s'amplifie quand je suis anxieuse. Ces déclencheurs sensoriels peuvent aussi générer chez moi de l'anxiété. On tourne en rond. J'ai souvent la sensation qu'on frotte mes nerfs avec de la paille de fer jusqu'à ce qu'ils soient totalement à vif. Affronter la journée revient alors à plonger dans un bain d'acide. Un jour, mon ami Kerry m'a dit ceci: ce n'est pas le stress qui te stresse, c'est l'expérience d'une vie d'être humain. J'étais au volant d'une voiture partagée, garée sur le parking d'une station-service, paralysée par l'une de mes spirales d'anxiété, alors qu'il ne me restait plus qu'un quart d'heure pour rapporter la voiture. Kerry, c'est prendre du recul et voir la forêt quand je suis empêtrée au milieu des arbres. Je ne me rappelle pas quelle réalité humanoïde m'avait fait basculer en cette occasion précise. C'était probablement quelque chose d'inversement proportionnel à la panique qui en avait résulté. Mais je me souviens que ces mots ont fait mouche cet après-midi-là. « C'est exactement ça !» ai-je répondu. Certaines des personnes les plus anxieuses que je connaisse ont un métier qui nécessite qu'elles parlent en public. D'autres sont comédiens sur de grandes scènes, gèrent 3 entreprises de front ou font des compétitions sportives internationales. Mais un robinet qui goûte la nuit, un pli sur leur drap ou la sonnerie de téléphone d'un collègue de travail peut les rendre fous, sans parler des odeurs.
Les odeurs artificielles des parfums, de la lessive, des draps de l'hôtel, du shampoing de la personne qui nage près de moi dans la mer, ou des diffuseurs que les gens mettent dans leurs toilettes me rendent physiquement malade. J'ai la nausée et je m'agite après avoir embrassé une personne qui s'est parfumée 5 heures auparavant, jusqu'à ce que j'aille me laver. Je reste en retrait quand les gens veulent me prendre dans leurs bras, et quand je suis anxieuse, je ne peux pas aller au restaurant ou au cinéma avec des amis qui mettent du parfum. J'ai cherché pourquoi je réagissais de cette façon. Comment une odeur pouvait déclencher aussi facilement l'anxiété chez moi et chez d'autres. Apparemment, quand nous avons émergé de la soupe primitive, notre vieille amygdale toute fripée s'est développée à partir du bulbe olfactif. Tous deux se trouvent à l'intérieur de notre tête. Dans les cas d'anxiété, notre système émotionnel s'entrelace avec le système olfactif, ce qui explique que certaines odeurs soient facilement et instantanément associées à des peurs. Selon une étude de l'Université de Wisconsin de Madison, le bulbe olfactif a également un accès direct à l'hippocampe qui est responsable de l'apprentissage associatif, si bien qu'une odeur peut effectivement déclencher de l'anxiété. Effectivement, on tourne en rond. Mais je me demande si certaines de nos pénibles particularités sensorielles ne seraient pas une intolérance légitime aux 800 000 odeurs toxiques et non réglementées qu'on nous a balancées en pleine figure. Nous, les anxieux, les canaris dans la mine, rendons service à la communauté si ça se trouve. Jadis, notre hypersensibilité évitait aux autres membres de la communauté de s'empoisonner avec des champignons vénéneux ou d'être attaqués en pleine nuit par un rhinocéros qui charge. C'est la même chose aujourd'hui, quand nous attirons sans relâche l'attention sur les toxines modernes qui nous rendent malades. Rendre ce service à la communauté me donne néanmoins l'impression d'être prisonnière de mon propre corps. Je suis souvent obligée de m'isoler quand ma sensibilité s'enflamme. Pas seulement parce que le monde fait trop mal. J'ai aussi conscience d'avoir l'air maniaque aux yeux de mon entourage. Alors, je lui épargne de me voir dans cet état, en disparaissant un moment. Vous voyez de quoi je parle? Point 114. Monachopsie. Substantif. Sensation subtile mais persistante de ne pas être à sa place, d'être aussi inadapté à son environnement qu'une otarie sur une plage. Lourdeau, maladroit, distrait, fréquentant d'autres asociaux, incapable de reconnaître le bruit ambiant de l'habitat qui nous est destiné, dans lequel on devrait se sentir tout à fait chez soi, merveilleusement et sans effort. Définition d'un dictionnaire. Point 115. Comment faire la paix avec tout cela? Je me suis longuement penchée sur ce casse-tête. Je dois vivre sur cette planète avec d'autres humains. Je veux vivre sur cette planète avec d'autres humains. Mais je ne peux pas continuer à courir. Là où je vais, je suis. Comme le ronron de l'air climatisé et les autres humains. Revenons au moi profondément inconfortable que j'ai passé dans l'ashram en Inde. Le 3e jour, j'ai demandé à changer de chambre. Les moisissures et les moustiques me tapaient sur les nerfs. J'étais convaincue que la chambre qu'on m'avait donnée se trouvait dans la partie la plus humide du centre médical. Le bruit du générateur lointain que personne d'autre que moi n'entendait m'empêchait de dormir, même avec des bouchons d'oreilles. Il me tourmentait autant qu'un moustique dans une tente. Dans ma nouvelle chambre, les insectes étaient aussi féroces et le vent transportait le bruit du générateur en ligne droite jusqu'à moi. Oh, et le vieil homme de la chambre voisine ronflait toutes les nuits. Le docteur Ramada
est venu me voir le 5e jour. J'étais en larmes, épuisée, je me sentais prise au piège. Pourquoi est-ce que je me mets dans cette situation? Pourquoi les autres ne sont-ils pas dans le même état? Pourquoi le bruit ne les empêche-t-il pas de dormir? Qu'est-ce qui va me libérer de ce calvaire? Chère Sarah, me dit-il, cessez de demander pourquoi. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez suffisamment de connaissances, et aucune réponse ne vient, n'est-ce pas? Il faut vous poser. Je m'étais éloignée de 10 000 kilomètres de mon appartement de Sydney où je ne dormais pas depuis des années. Les pas des voisins du dessus et le bruit constant des bateaux tout proches me torturaient. Avant cela, j'avais fui une autre maison où je ne fermais pas l'œil de la nuit à cause du claquement des canalisations d'eau. Le docteur Hamada m'a dit que je pouvais continuer à déménager, que je pouvais même rentrer chez moi et arrêter le traitement. Mais il a mis le doigt sur une évidence. J'étais à court d'endroits où fuir. Vous n'arrêtez pas de bouger, dit-il, mais cela ne fonctionne pas. L'irritation vous a suivi. Il faut résoudre le problème et vous ne pouvez le faire que si le problème est devant vous. Il était en train de me dire qu'il fallait que je reste. Pendant un moment, j'avais oublié à quel point c'était important, comme nous le faisons tous, je pense. Alors, je suis restée, là, dans cette ambiance sinistre. Point 116. Je reconnais que l'idée de séjourner pendant des lustres dans un endroit déprimant n'est pas des plus séduisantes. Retourner à son fil d'actualité sur Facebook ou foncer au centre commercial s'acheter une crème hydratante est une solution autrement plus glamour. Jusque-là, en dépit de tous mes discours sur ma façon de gérer mes peurs et mes angoisses, je finissais toujours par fuir. J'avais essayé de rester au camp Hare Krishna. J'avais essayé d'accepter mon diagnostic de thyroïdite de Hashimoto. Mais cela ne durait jamais bien longtemps. Je ricochais de nouveau. Cette fois, en Inde, je suis allée au bout de l'expérimentation. Dans ma petite chambre froide et humide, les yeux rivés sur le ventilateur du plafond, je n'avais rien à vérifier, rien qui soit susceptible d'arriver, rien pour me distraire. J'ai dû traverser mes vagues d'anxiété les unes après les autres. Je bondissais environ toutes les 8 secondes et demie avec l'envie de la combattre, de poser encore des questions et de dire à quelqu'un que ce n'était pas juste. Je regardais la bataille qui se livrait en moi, mais il n'y avait nulle part où aller, ni personne pour m'écouter. Je suis restée, restée, restée. À aucun moment cela ne m'a fait plaisir. Ma tête ne tenait pas en place. Le bourdonnement s'intensifiait, les pensées s'accéléraient. Mais quelques détails étaient différents cette fois. D'abord, on ne m'avait clairement pas laissé le choix. Ou plutôt, je ne m'étais pas laissé le choix, en optant sur Internet pour le centre médical le plus austère dans la localité la plus ingrate de la Terre. Ensuite, je me répétais, on va voir ce qui se passe. Enfin, j'étais curieusement motivée par le fait d'être entourée de gens qui faisaient la même expérience. Nous nous étions tous inscrits et engagés et, dans ce contexte, il m'est apparu que rester dans cet environnement sinistre avait du sens. Il est évident que nous devons traverser les épreuves. Dans le contexte de la vie moderne qui déborde de distractions, une telle idée est insensée, dérangeante, apparemment inefficace. J'ai entendu parler d'une femme qui n'est pas sortie de sa chambre, pas même pour la méditation collective pendant 3 mois. Elle se levait à peine de son lit. Cela m'a inspirée et je suis restée une semaine de plus. Enfin, au cours de la dernière semaine que j'ai passée au centre, le soleil est sorti et on m'a autorisée à aller m'asseoir dehors, dans la cour, sur une chaise en plastique,
un torchon autour de la tête pour que le vent n'accentue pas mon vata. J'étais plus calme, mais je n'aimais pas ça. Les deux en même temps. Les irritations étaient toujours là, mais je tenais le coup. L'anxiété s'était beaucoup atténuée. L'expérience semblait porter ses fruits. Je suis restée assise là, au soleil, les yeux dans le vague. C'est alors que, je ne plaisante pas, j'ai vu une crotte de chien remonter la pente sur le chemin. Je me suis approchée. Une bestiole pas plus grosse qu'une coccinelle poussait la crotte dans la montée, avec ses pattes postérieures. Je l'ai regardée pendant 1 heure, riant toute seule, résistant à l'envie de prendre la chose et de la lui déposer au haut du chemin. Cela aurait gâché cette métaphore parfaite. Point 117. À l'époque où ma maladie auto-immune m'a forcé à lever le pied et où j'avais du mal à accepter la situation, je suis allée à l'anniversaire de la filleule d'un ami, âgée de 3 ans. Par bonheur, on n'avait pas fait appel au sosie de Miley Cyrus pour animer la fête. C'était un événement simple et nature, dans un coin du parc. Une petite fille avait trouvé un carré de pelouse détrempée. Le seul carré de pelouse détrempée du parc, et plongé dans la gadoue. La boue rentrait dans sa couche, sur le côté, mais cela ne la gênait pas, et elle jouait gaiement avec 2 bâtons, absorbés par une conversation imaginaire entre bouts de bois. Je l'observais avec 2 papas, et elle nous semblait heureuse malgré la boue. En fait, c'était même mieux que cela. Elle était heureuse grâce à la boue. Les enfants, dans tout ce qu'ils font, ont le chic ou la sagesse de passer outre les désagréments. Une mouche qui leur tourne autour, la morve qui coule, une marche trop haute, et d'être heureux tout de même. C'est ce qui émerveille les adultes. Je me souviens m'être dit qu'accueillir l'inconfort ne consistait pas à diminuer son impact et qu'il pouvait être aussi la source d'une joie toute particulière. Point 118. Ce qui me fait penser au jour où je me suis endormie sur une fourmilière sur une falaise. C'était à l'époque où je travaillais pour les magazines. Un week-end sur 2 environ, dans une tentative vaillante et fébrile de m'extirper de l'anxiété dans laquelle j'étais enlisée, je sautais dans le train avec mon VTT pour les Montagnes Bleues, au nord-ouest de Sydney. Je mangeais un muffin dans le train et buvais un café tragiquement bouilli, acheté à un kiosque de la gare centrale, assise sur une chaise au soleil. Et je lisais les journaux du samedi. Je portais un vieux short de cycliste distendu et des tresses. Je descendais dans des gares sur le trajet et roulais pendant des heures dans les bois et les criques, sur les falaises, dans des endroits sans réseau de téléphone, seul. Cela faisait passer mon anxiété au second plan. Je roulais des heures d'une gare à l'autre, remontant dans le train un peu plus haut sur la colline pour repartir à vélo et me rendre dans une auberge au sommet d'une montagne. Le lit était défoncé au milieu et recouvert d'un magnifique dessus de lit chenille. Un savon Country Life emballé était posé sur le lave-mains au pied du lit. J'avais des sous-vêtements de rechange, un t-shirt et une brosse à dents dans mon sac à dos. Devant la cheminée, je commandais des nachos, un steak toujours trop cuit et un verre de vin rouge en fût, et un crumble aux pommes. Un matin d'automne assez chaud, j'avais roulé pendant 2 heures sur un chemin exaltant avant d'arriver à une clairière ensoleillée. J'eus soudain envie de m'arrêter là et de m'allonger un moment. J'ai posé la tête sur une bûche, de telle sorte que ma mâchoire soit verrouillée, et étendu les jambes sur la terre rocailleuse. Mon corps était lourd. Des fourmis me grimpaient le long des jambes, et la sueur agglomérée à la poussière de mes cheveux
formaient des rigoles sales dans mon cou. C'était imparfait, brouillon, incongru. Ça l'était merveilleusement. Un passereau a piaillé au loin, dans la fraîcheur des arbres à thé. Mais là, sur ma bûche, au soleil, tout était silencieux. J'ai levé les yeux vers le ciel. Des pierres pointaient à travers le rembourrage de mon short. J'étais heureuse, comblée. Le bourdonnement de l'anxiété générée par une semaine de frustration et de fureur dans l'univers des magazines s'atténuait. J'ai somnolé dans un délire béat pendant un quart d'heure. Quand on choisit d'aller volontairement vers ce qui est quelconque et sans prétention, on réduit ses attentes, si bien que des simples joies, le soleil, le calme, un feu de cheminée, une crotte de chien qui remonte une pente, deviennent merveilleusement accessibles. Quand on a moins d'attentes, on se sent moins obligé de faire les choses à la perfection. On peut lâcher prise. On est dans la vie, dans le courant. On s'assied avec soi. On soupire. Point 119. J'ai aussi une théorie sur la table la plus bancale du café. Elle permet d'expliquer comment appliquer l'idée de ne pas fuir l'inconfort de notre anxiété dans la vie de tous les jours. On n'a pas tous l'occasion d'être enfermé dans un ashram. Il faut travailler avec ce qu'on a sous la main, là où on se trouve. J'ai développé cette théorie quand j'en ai eu assez d'être confronté à la décision terriblement bourgeoise qui minait ma quête du café idéal, que j'ai raconté quelques chapitres plus haut. Je suis gêné à l'idée d'y revenir, mais après des mois à rester bloqué à l'extérieur des cafés incapables de décider lequel est le bon, je finis par entrer simplement dans un café. C'est un café que je n'ai encore jamais remarqué. Je le choisis pour cette raison. À la radio passe Oriconoflow Denia et le menu propose 5 sortes de focaccia, toutes garnies d'antipasti au vinaigre. J'avance jusqu'à la première table, elle est bancale. Elle a un pied branlant. Le problème ne peut donc pas être réglé en glissant un petit morceau plié en 4 de la page des courses du journal. Au-dessus de ma tête, le haut-parleur grésille alors que la voix d'Enya monte en intensité. Je ne bouge pas. J'attends de voir ce qui va se passer. C'est une expérience. Je peux y arriver. Le thé arrive, tiède. Mais il s'agit d'une expérience, ce n'est pas plus important que ça. Je souris, et le gamin pubère dans son tablier sale me sourit et me demande si j'ai envie de goûter un muffin salé tout juste sorti du four. C'est gratuit. Je dis que j'adorerais, et il me l'apporte, tout chaud et plat de beurre. Et à cet instant précis, je suis submergée par la joie. On peut dépenser beaucoup d'énergie à éviter les tables bancales et on peut faire tout un pataquès avec des bouts de journaux pliés. Mais alors, une fois que la table est stable, on remarque que la fumée de nos voisins de table vient droit sur nous. Alors on change de siège et on se retrouve dans l'air soufflé par le ventilateur posé dans le recoin. Et les toasts qu'on a commandés arrivent brûlés. On peut continuer comme ça longtemps. On peut aussi aller directement vers quelque chose d'agréable et sans prétention, c'est-à-dire directement vers ce qui vous rend anxieux. Dans mon cas, le choix, l'incertitude, la quête de moments parfaits et les irritations sensorielles. Quand j'ai pris place à cette table bancale, mon irritation montait chaque fois qu'elle branlait, quand je posais ma tasse de thé. Mais je suis restée. C'était merdique et pénible, et l'anxiété rendait mon corps irritable. Mais je suis restée plus longtemps. Vous pouvez essayer d'aborder de cette manière des conditions de sommeil qui ne sont pas idéales. Du bruit, pas de volets.
Vous pouvez passer à une fête à la dernière minute, avec des tas de gens que vous ne connaissez pas. En psychologie, on parle de tolérance au stress. Il s'agit, avec l'aide d'un spécialiste, d'apprendre à rester dans une situation qui génère de l'anxiété jusqu'à ce que la peur s'atténue, ce qu'elle finit toujours par faire. Le problème est que, quand on est anxieux, on a tendance à fuir, ou à se battre ou à se figer, sans laisser le temps aux mécanismes de tolérance au stress d'entrer en action. Je trouve cela fascinant, sans rire. Et si notre incapacité à faire face aux facteurs déclencheurs s'expliquait simplement par notre incapacité à rester tranquille suffisamment longtemps? En fait, c'est exactement ce que j'essaye de dire ici. Pour faire face à des déclencheurs anciens, très réactifs ou complexes, mieux vaut se faire aider par un thérapeute ou un médecin. Mais vous pouvez faire l'expérience tout seul sur des scénarios moins anxiogènes et voir ce qui se passe. Prenez-le comme une expérience informelle, avec peu d'attente, afin de ne pas repousser vos limites trop loin. L'intérêt étant de rechercher activement l'inconfort afin de pouvoir choisir de rester et de mener à bien l'expérience. Puisque vous aurez choisi de le faire, vous vous sentirez un peu plus armé. Et souvenez-vous qu'il s'agit simplement d'une expérience pour voir ce qui se passe, rien de plus. Vous allez simplement voir ce qui se passe. Si vous êtes claustrophobe, vous pouvez pratiquer la tolérance au stress sur un vol long courrier. Vous pouvez faire toutes sortes de choses qui vous distraient. Films, podcasts, bandeaux sur les yeux pour ne pas voir l'étroitesse de la cabine, puis vous apaiser avec des sensations qui signalent à votre cortex préfrontal qu'il n'y a aucune urgence sur laquelle s'énerver. Si vous buvez un thé, enveloppé dans une couverture douce, alors il n'y a aucune raison de courir à toute allure jusqu'à la grotte la plus proche. Pour moi, le fait qu'il s'agisse d'une petite expérience m'aide à supporter un peu mieux le caractère ingrat de la situation et la frustration de résister à l'envie de me cramponner ou d'arranger des choses. Ma méta-mission est simplement de rester et de voir ce qui se passe. La qualité de mon thé, le confort de mon siège et la stabilité de la table n'ont presque pas d'importance. Je lâche prise. Pour en revenir au bar au focaccia ce matin-là, je suis restée et restée encore. 20 minutes se sont écoulées et je sentais le cercle vicieux qui relie mon anxiété à la fuite et à la quête de solutions s'atténuer à chaque minute supplémentaire où je restais. Je suis sérieuse. J'ai senti un relâchement dans mon cerveau. La situation est merdique, mais je m'en sors. Et vous savez ce que cela produit? Cela me donne la confiance de rester un peu plus longtemps, ainsi qu'une bouffée de satisfaction. La pression baisse, la puissance s'atténue. Cela n'a pas d'importance. Rien de tout cela n'a de l'importance. Et si cela peut avoir moins d'importance, l'anxiété diminue. Je mangeais mon muffin au beurre et je me souviens que les décennies pendant lesquelles j'avais eu l'habitude de me raccrocher à la perfection m'ont soudain paru sans intérêt, presque comique. Or, quand une chose est sans grand intérêt et presque comique, elle n'a plus beaucoup de pouvoir. C'est la même chose après une rupture. Un jour, le fait de s'accrocher à son ex perd soudain et irrépressiblement son intérêt. On atteint un point de saturation vis-à-vis de son obsession et de ses lamentations auprès de ses amis. En fait, on prend conscience
que la relation n'avait elle-même pas grand intérêt, et on voit avec amusement à quel point on était attaché à quelqu'un qui ne nous arrivait manifestement pas à la cheville. Ouf! Bien entendu, on n'arrive à ce stade qu'après avoir accueilli, sans la fuir, l'ingratitude de la situation. Le temps, dit-on, est le seul remède pour un cœur brisé. Ne pas fuir ce qui est ingrat est aussi un geste de victoire fièrement adressé à l'anxiété, ce qui est très positif à mes yeux. En prime, la pratique oblige à la fois de cesser de se cramponner, à se rapprocher de soi et à se connecter à l'endroit où la vie est, à la simplicité, l'inéluctabilité, le courant, la vérité de la vie. En d'autres termes, à cette autre chose auquel j'ai fait souvent allusion depuis le début de ce livre. Quand on passe son temps à fuir, effrayé, cette idée peut procurer un grand soulagement. Vous voulez dire que c'est tout ce que j'ai à faire? C'est ça. Simplement accueillir ce qui est désagréable. Point 120. Avant de poursuivre, je reviens à notre ami Kierkegaard, qui disait la même chose, expliquant que nous dépensions beaucoup d'énergie à fuir notre angoisse, alors que pour celui qui apprend à l'accueillir, les assauts de l'angoisse, même s'ils sont terrifiants, ne seront pas forts au point qu'ils aient envie de leur échapper. Pour lui, l'angoisse devient un esprit servant qui, sans le savoir, l'emmène là où il a envie d'aller. Le poète Rainer Maria Rilke vante le pouvoir d'expansion de l'âme que possède la difficulté et nous invite à arranger notre vie selon le principe qui nous recommande de toujours faire face à ce qui est difficile. Ce à quoi on résiste persiste. Ce qu'on accueille finit par s'atténuer jusqu'à atteindre un volume gérable et vivable. Quand on se calme, on se rapproche de soi et cela nous conduit à la vérité. Voilà ce que je pense. Kierkegaard voit aussi l'anxiété comme étant l'état humain qui nous distingue de la pure animalité. Nous préoccuper de l'avenir nous a permis de faire des projets et d'améliorer notre vie sur Terre. Ange ou bête, l'homme ne pourrait éprouver l'angoisse. Plus profondément il l'éprouve, plus il a d'humaine grandeur. Ce sont ces mots célèbres. De même, de manière très à propos, Charles Darwin, qui souffrait de crises de panique invalidantes, affirmait que se faire du souci pour l'avenir, c'est-à-dire être anxieux, signifiait être hautement évolué. Kierkegaard ajoute néanmoins à sa déclaration hardie, qui apaise un peu mon cœur agité quand je le dis, « Celui qui a bien appris à être anxieux a donc appris la chose la plus importante. » La chose la plus importante, c'est vrai, c'est se connecter à ce que notre anxiété essaye de nous dire. C'est traverser l'anxiété pour atteindre la joie de ce qui est. Dans le même ordre d'idées, David Brooks écrit ceci. La chose la plus importante, c'est de savoir si vous voulez livrer une bataille morale contre vous-même. Posez-vous la question. Le voulez-vous? Avez-vous envie d'arrêter de fuir votre anxiété et d'emprunter un chemin plus agréable? Point 121. Au XVe siècle, le moine zen Murata Juko, originaire de Nara au Japon, a révolutionné la cérémonie du thé. Il a viré la somptueuse porcelaine et le jade et a mis en application le concept de wabi-sabi. Ce mot est difficilement traduisible. L'idée générale est de trouver la beauté dans l'imperfection et l'impermanence, aussi bien que dans les cycles de croissance anarchiques
et de déclin, parce que la vie est ainsi faite, et que la non-résistance est belle, et que la beauté naît de notre réaction de non-résistance. On a donc versé le thé dans des tasses grossières en terre et en bois, dont l'émail changeait de couleur au fil de ses contacts répétés avec l'eau chaude. Wabi Sabi nous apprend à accepter nos sourcils asymétriques, les tables branlantes et le besoin fébrile de tapoter 16 fois, 4 séries de 4, la porte de la salle de bain après l'avoir fermée. Parce que c'est ainsi. Mettez-y un peu de wabi-sabi. On peut s'entraîner à trouver la beauté dans la perfection. On peut être un peu fantaisiste et joueur face à la pagaille de la vie, afin de s'en rapprocher de plus en plus. La fantaisie nous sort de notre existence obsédée par les objectifs. Elle appuie sur pause suffisamment longtemps pour que nous puissions goûter à la vie dans l'ici et maintenant et être en chute libre un petit moment pour voir ce qui se passe. Dans son livre « Comment avoir des idées qui déchirent », Chris Barres-Brown, consultant en management de l'innovation, écrit qu'on sort plus facilement de ses ornières en s'accordant des petits moments de fantaisie plutôt qu'en procédant à des changements cataclysmiques de comportement, ce qui revient à l'idée de muscler son cerveau. Ainsi, compter les hommes moustachus en allant prendre le bus suffit pour changer d'angle de vue. Voici un commentaire de Candice sur mon blog. Je laisse les traces de doigts des enfants sur le mur. Je choisis de les voir comme des traces du moment où mon fils va se coucher le soir. On trouve d'autres suggestions sur les forums. Cueillez des mauvaises herbes, faites-en une composition florale qui détonne joliment dans un pot à confiture. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez aussi faire un menu surprise spécial frigo pour le dîner. Posez sur une assiette tous les aliments que vous trouvez dans le réfrigérateur et qui ont besoin d'être mangés. Mangez-les dans différents ordres pour voir comment s'accordent les saveurs. Des anchois avec des blettes, de la purée de potiron avec des noix de cajou grillées. Ne rangez pas les jouets des enfants avant le dîner. Asseyez-vous par terre avec votre conjoint et faites un pique-nique dans ce désordre. Et voyez ce qui se passe. Point 122. Ceci est du même ordre. Ce peut être un bon moyen aussi pour apprendre à accueillir votre bizarrerie. Quand je vivais près des plages au nord de Sydney, un vieil homme prénommé Bill venait sur la plage tous les matins avec un couteau à beurre et un sac en plastique. Il s'asseyait en tailleur sur l'herbe entre la plage et le parking où les locaux nantis garent leur Ferrari et leur Range Rover noir. Bill n'était pas bien nanti. Il ne souffrait pas non plus d'une déficience intellectuelle. Loin de là. Un jour, je me suis arrêtée pour lui demander ce qu'il faisait. Assis dans la magnifique lumière du soleil matinal, il a levé la tête vers moi avec un grand et doux sourire sur les lèvres et m'a expliqué qu'il extirpait méthodiquement, racine par racine, une herbe qui ne faisait pas partie des plantes locales. La tâche semblait ingrate et sans fin. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. « Ça me rend heureux », a-t-il répondu, comme si c'était une évidence. Bill continue à m'inspirer. Je parle souvent de lui. Il se fiche pas mal de ce qui procure du sens ou de la joie aux autres. Il a trouvé ce pourquoi il est là. C'est inattendu et libre. J'ai remarqué que les gens anxieux passaient une grande partie de leur vie à essayer de s'amuser en faisant ce que les autres trouvent agréable. Les journées filles, les grands brunchs le dimanche avec bien trop de sauce hollandaise,
le farniente au bord des piscines, les dim sum, les courses. En fait, c'est une liste des choses que j'ai du mal à dresser. Votre liste sera sans doute différente. L'important est de reconnaître qu'il nous arrive de nous conformer à la définition des autres du divertissement et que c'est probablement lié à notre difficulté à choisir. Comment savoir ce qu'on préfère avec tout ce qu'il y a à faire dans le monde? Et ensuite, faites des expériences pour trouver ce qui vous plaît. Il se peut que ce soit quelque chose d'un peu bizarre ou d'original. J'ai conscience que c'est un peu bizarre, mais j'ai commencé à y travailler, c'est-à-dire à chercher ce que j'aime faire. En m'inscrivant il y a 5 ans à rsvp.com, rien que pour remplir le questionnaire sur ce que j'aimais lire, ce que je faisais le week-end et le genre de personne par qui j'aurais aimé être aimée. Sachant qu'on va être jugé par des milliers d'inconnus, on fait bien attention à dire la vérité. Ceci dit, cela m'a aussi incité à reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui plaisent aux autres et que je n'aime pas faire. Et le temps passant, cela me pose de moins en moins de problèmes et je suis de moins en moins anxieuse vis-à-vis de cela. Voici une autre chose qui me plaît. Remarquer et étudier les trucs bizarres et originaux que les gens anxieux aiment bien faire. Méditer dans des endroits ingrats. En revenant d'Inde, j'ai commencé à méditer dans des endroits de plus en plus ingrats. J'ai médité dans des avions à côté d'enfants qui hurlaient au décollage, dans mon bureau alors qu'il y avait une réunion animée dans la pièce d'à côté, dans ma voiture sur le parking de Bunning, par une chaleur étouffante, au-dessus d'un caniveau, au soleil, dans le centre de Londres parce que j'avais un quart d'heure devant moi et que je me trouvais là, dans la loge des studios Chanel en attendant d'être coiffée et maquillée avant l'émission. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis restée. Je n'ai pas cherché à changer les conditions environnantes, du genre éteindre la lumière ou remettre ma culotte en place pour que ma méditation soit parfaite. Ma seule mission était de voir ce qui se passerait si je m'asseyais là pendant les 20 minutes réservées à ma pratique quotidienne, sans bouger. Au début, les bruits, la chaleur, l'odeur et même la crainte que quelqu'un entre et ne me voie dans une situation aussi ridicule me déconcentraient. Mais chaque fois que mon esprit s'égarait, je revenais simplement à mon mantra, doucement, sans forcer. Et vous savez quoi? Plus l'inconfort ou la distraction était importante, plus ma concentration se renforçait. Il le fallait. Et quelles ont été les conséquences? Eh bien, cela m'a permis d'aller plus loin dans la méditation. Ne changez pas de chambre d'hôtel. Le besoin de changer de chambre à l'hôtel est typique des gens souffrant d'anxiété. Charles Baudelaire, qui ne pouvait pas rester assis longtemps, a fait le même genre de constat. La vie est un hôpital où chaque patient est possédé par le désir de changer de lit. Nous sommes tendus avant d'entrer dans la chambre. Enfin, nous sommes tendus avant même d'avoir trouvé des vols et un hôtel. Le problème pour moi, c'est le bruit de l'ascenseur ou la vue sur le toit d'un centre commercial qui croule sur les climatiseurs, une cacophonie de vibrations qui ne peut qu'empirer la nuit. Cela me faisait systématiquement changer de chambre, au moins une fois. Mais je découvrais que de manière systématique et assez ironique, les vibrations et les bruits étaient pires dans l'autre chambre. Là où je vais, je suis. Mon éditrice ajoute une remarque à ses annotations au cours de la relecture. Cela m'arrive souvent. Un jour, j'ai fait faire à mon mari le tour de Port-Ferry pendant 2 heures avec nos 3 enfants en bas âge et le chien dans la voiture pour trouver le meilleur endroit où s'arrêter. Quelques jours après cette note, nous nous retrouvons à Melbourne pour une conférence. Je lui demande
Tu as changé? Elle sait exactement de quoi je veux parler et éclate de rire. Oui, et ma nouvelle chambre donne sur un chantier plein de marteaux-piqueurs. Qu'est-ce qui m'aide? J'essaye de garder ma chambre une nuit, comme une expérience pour voir ce qui se passe. Je le répète, le méta-objectif expérimental m'aide à rester concentré. De même que la clause qui me permet de changer de chambre le lendemain si je veux. Quand je me réveille le lendemain, après une nuit de sommeil, j'ai le courage de passer une autre nuit dans la même chambre. Dormez avec quelqu'un. J'avoue que c'est un problème très particulier pour moi. Mais n'hésitez pas à utiliser cette tactique avec votre moitié. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai évité pendant des mois de dormir dans le même lit que le naturellement doué pour la vie. Un soir, il ne m'a pas laissé le choix et m'a jeté un regard plein de déception alors que je m'apprêtais à m'échapper parce que l'heure d'aller se coucher approchait. Je suis montée dans ma voiture dans un état d'énervement qui me paraissait justifié, mais au bout de quelques centaines de mètres, j'ai pris sur moi, fait demi-tour et suis revenue me confronter à l'inconfort pour voir ce qui se passerait. Je me suis allongée dans son lit et me suis imprégnée de l'environnement. Ses colocataires brésiliens étaient encore dehors autour d'un barbecue. Ils n'avaient pas enlevé les canettes de bière à moitié vides de la table de chevet. Ne vous ai-je pas signalé que le naturellement doué pour la vie était le plus décontracté des surfeurs australiens? J'étais anxieuse. Je n'ai pas cherché à résister à l'anxiété. Il a tressailli et reniflé un peu. J'ai bougé et me suis tournée. J'ai tout observé dans la chambre, dans la demi-pénombre. Je n'ai pas espéré avoir l'air reposé le lendemain matin. Je l'ai averti que je risquais d'être grognon. Il s'avère que j'ai dormi 5 heures. Forte de ce succès, j'ai retenté l'expérience la semaine suivante. N'ayez pas peur de passer à côté des choses. Un jour, ma petite sœur m'a dit, sur Facebook, son moyen de communication familiale préféré, qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ait autant peur de passer à côté de quelque chose que moi. Hashtag touché, Jane. Cela m'a incité à faire des expérimentations. J'ai commencé à programmer des soirées seules. Je suis allée directement au moins glamour, un vendredi soir avec un menu surprise du frigo, un mélange de restes revenus à la poêle avec un œuf et du fromage, devant la série Doc Martens sur ABC. J'ai envoyé bouler cette pression constante de faire quelque chose et de participer à quelque chose. Je me suis enhardie. La semaine suivante, j'ai travaillé un jour férié. J'ai fait plus fort en allant travailler dans un café avec des tables Coca-Cola en plastique où il n'y avait que des chauffeurs de taxi alors que tout le monde se retrouvait au soleil pour des barbecues instagrammables. Cela m'a procuré un sentiment particulier de fierté. Pas le vilain orgueil, mais quelque chose de plus grand et de plus désintéressé. D'arriver à affronter et à désintégrer encore une petite bulle d'anxiété. Bravo, Sarah.